Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ça va? Voilà. Aujourd'hui, je viens vous parler pas d'AI, ce qui est très rare, je pense, dans les confs qu'on a pu voir aujourd'hui, mais du meilleur ami de l'AI, qui est les feature flags, et notamment sur la partie vendor locking, parce que je pense que si vous avez déjà utilisé des feature flags, vous vous rendez compte que c'est toujours compliqué d'être vendor agnostique. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau format qui existe qui s'appelle Open Feature. Et l'idée, c'est de vous présenter un peu ce format. Mais avant tout ça, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Thomas Poignant, je suis CTO dans une boîte qui s'appelle Gens de Confiance, qui est une marketplace basée sur la confiance d'objets de seconde main. On a à peu près 2 millions de membres et je vous invite à rejoindre cette marketplace. Mais c'est pas avec ce cadre-là dont je viens vous parler de Feature Flag. Euh, je fais d'autres choses à côté, beaucoup d'open source, et je participe à deux projets. Un qui s'appelle Go Feature Flag, qui est un projet que j'ai créé, qui est une solution de feature flag assez simple pour démarrer avec les feature flags et qui probablement pourrait intéresser certains d'entre vous. Mais aussi, je fais partie du governance committee d'Open Feature. Donc, Open Feature, c'est un projet qui est au CNCF, la Linux Foundation, et qui a pour but de standardiser les feature flags, un peu comme OpenTelemetry l'avait fait dans le passé avec toute l'observabilité. Mais avant de commencer, je serais déjà intéressé de savoir qui a déjà entendu parler des feature flags et sait ce que c'est. Ok, il y a pas mal de monde. Qui en utilise? Il y a un petit peu moins de monde. Et qui a déjà entendu parler d'open feature? Voilà, il y a beaucoup de promos à faire de notre côté pour améliorer les choses. Euh, donc on va déjà commencer avec expliquer ce qu'est un feature flag et à quoi ça sert. Alors un feature flag, c'est juste un if. Voilà, en fin du talk, on a fini. Bon, il peut être un peu plus complexe que ça, mais au fond, c'est à ça que ça ressemble. Euh, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc très souvent, comment ça marche un peu de cette façon-là. Vous installez un SDK dans votre application, vous avez un système qui contrôle ce if à distance, et vous faites différentes évaluations de feature flag dans votre code. Ça vous permet de contrôler ce if depuis une solution extérieure. Donc on peut changer de la façon dont marche l'application au runtime. C'est quand même plutôt mieux que de devoir redeployer du code à chaque fois qu'on fait un changement. Donc c'est plutôt sympa d'utiliser des feature flags. Ça permet quelque chose qui pour moi est le plus important, et s'il y a un slide à retenir qui est intéressant de l'utilisation des feature flags, c'est de pouvoir décorréler les déploiements des releases. C'est-à-dire que vous pouvez pousser du code autant que vous voulez en production sans jamais activer la fonctionnalité ou l'activer beaucoup plus tard. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez envoyer du code qui n'est pas fini ou qui est à tester que pour un certain nombre de vos utilisateurs sans jamais avoir à risquer de casser votre production parce que vous avez scopé tout ce que vous pouvez faire. À l'ère de l'IA, c'est vraiment très sympa de pouvoir faire ça parce qu'on n'est pas toujours certain du code qui est généré. Donc pouvoir l'envoyer en prod directement sans qu'il bloque nos utilisateurs, c'est plutôt intéressant. Comment ça marche? Donc c'est assez simple. Là, c'est une façon assez standard de faire du feature flag. Souvent, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un evaluation context. Donc c'est un contexte d'évaluation où on passe toutes les informations qui sont intéressantes pour savoir driver ce if à distance. Donc l'avantage avec ça, c'est que on se retrouve donc là souvent il y a une targeting key. La targeting key, ça sert à pouvoir affecter quand on fait des pourcentages based de rollout par exemple, pouvoir dire il y a 10% qui va d'un côté ou d'un autre. Ça permet d'être consistant dans la façon de mettre les gens dans le bon groupe. Et après, on peut mettre tout plein d'informations, et ces informations, elles servent à écrire des règles pour pouvoir dire, par exemple, si je veux que toutes les personnes qui s'appellent John aient accès à une fonctionnalité, je peux le faire à partir de cette evaluation context. Ensuite, ce qu'on fait souvent, c'est que ce que font quasiment tous les SDK, c'est qu'on offre différentes façons de pouvoir interroger les feature flags. Là, on parle de booléens, mais ça existe il peut y avoir d'autres choses que des booléens, même si beaucoup de gens utilisent juste le on-off. On peut pousser des entiers, des objets, de la configuration si on veut via des feature flags. Donc on précise le type de notre feature flag, son nom, le nom qu'on a configuré dans notre outil de feature flag, une valeur par défaut. C'est très important cette valeur par défaut parce que une solution de feature flag, ça ne doit pas être un bloqueur pour vos applications. C'est-à-dire que si votre solution de feature flag, elle ne marche pas, on veut se retrouver dans une situation où l'application continue de marcher. C'est du nice to have. Donc la valeur par défaut, c'est une fallback de façon à ce que on n'envoie jamais d'exception, on finit jamais en erreur, on descend toujours sur la valeur par défaut s'il y a un souci.
Et c'est ce fameux evaluation context qui permet de contrôler ce if à distance. Et ensuite, là, on peut faire notre if tout simple et savoir si une fonctionnalité est activée ou pas et pouvoir la contrôler directement depuis notre outil de Flag Management System. Donc il y a plein de bénéfices, hein, comme j'ai pu un peu déjà le dire, à utiliser des feature flags. Ça permet de construire son code de façon incrémentale. C'est fini les long live branch qui traînent pendant des mois sur une fonctionnalité. On peut envoyer du code très souvent en production. Même s'il n'est pas fini, ce n'est pas grave. On peut tester en production. Alors je sais que ça fait peur à plein de gens de se dire ça, mais se dire j'ai fini ma fonctionnalité, je ne suis pas sûr qu'elle marche bien, je l'envoie en production et je l'active à mon product manager pour qu'il y ait une seule personne qui ait accès à la fonctionnalité, qui puisse tester, qui puisse valider que ça fonctionne bien. C'est très très confortable. Il y a le kill switch. Le kill switch, c'est très intéressant, c'est que aujourd'hui, si vous envoyez du code en production qui est de mauvaise qualité et que vous dites « oh, il faut rollback », souvent ça prend des minutes parce qu'il faut faire une nouvelle PR, passer dans la CI, dans la CD, attendre que le code arrive jusqu'à la production. Ça peut prendre quelques minutes, voire plus pour certaines, si votre CI/CD est très longue. L'avantage avec les feature flags, c'est que comme on contrôle au runtime, on peut revenir à 0% des utilisateurs qui ont accès à la fonctionnalité en quelques secondes, et voire moins dans certaines solutions, et être directement safe. Et là, ensuite, vous pouvez faire vos fixes et redéployer. On peut faire du progressive rollout, un peu à la sauce Canary Release. Il y a beaucoup de gens qui font du Canary Release dans Kubernetes ou dans ce genre de solutions qui permettent de déployer des pods au fur et à mesure. C'est bien, mais ça ne permet pas d'être fin parce que c'est par pod. Là, avec les feature flags, on peut dire 1% des utilisateurs ont accès à la fonctionnalité et ça sera 1% de toutes nos instances. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'instance serveur, on est à l'instance utilisateur au moment de faire ces progressive rollout. Comme je disais, on peut target une audience. Un des usages assez classiques de feature flag, c'est de mettre dans l'evaluation context si quelqu'un est éligible aux bêta versions et accéder à toutes les fonctionnalités bêta en avant-première, parce qu'on peut se dire, on fait une règle, ce feature flag sert tous les gens bêta d'abord avant de passer à la suite. Et ce que je disais, c'est très bien pour wrap tout votre code AI dont vous n'êtes pas sûr à 100%. Je pense que c'est un bon usage d'utiliser les feature flags pour ce genre de choses. Mais un des gros pains qu'on a vu il y a quelques années, c'est que vous utilisiez LaunchDarkly, je sais pas, Flagsmith, DevCycle, il y en a plein des solutions. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui répond sur le marché. On se retrouve avec changer de solution devient un calvaire parce que différents imports, différentes façons d'initialiser les SDK, différentes façons de faire de l'évaluation. Et donc, en fait, on se retrouve avec des produits qui sont fondamentalement très proches dans leur fonctionnalité, mais très différentes dans leur façon de l'adresser dans le code. Donc, ça devient quasiment impossible et on se retrouve très vite lock-in avec une solution de feature flag une fois qu'on a commencé à la déployer. Je pense que c'est même vrai si vous avez une solution maison, ce qui arrive à beaucoup de gens. On se retrouve très vite lock-in à se dire changer de solution, passer sur quelque chose de meilleure qualité, ça va être un chantier tellement gros que on ne le fait pas. Voilà, c'est typiquement un exemple entre LaunchDarkly et Flagsmith. Donc ces deux solutions, elles marchent de la même façon, elles font la même chose, ce if final est le même, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, on a quand même quelque chose qui est très différent. Là, c'est un exemple en Go, mais c'est pareil dans tous les langages. Hein. L'import est différent, la façon de Flagsmith gère des traits, quand LaunchDarkly gère un LD contexte. Factuellement, c'est la même chose, mais c'est appelé différemment selon les solutions. La façon d'évaluer LaunchDarkly a un bool variation quand Flagsmith a is feature enabled. Pareil, c'est juste un petit naming, mais si vous avez ça 400, 500, 1000 fois dans votre code, vouloir changer de solution, ça va probablement vous poser des problèmes. Donc on s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose qu'on pouvait faire mieux avec ce projet qui est Open Feature. Donc on voulait rendre facile le fait de switcher de vendors, de tester, parce que là, le testing pose aussi problème. Vous allez devoir tester par rapport à vos SDK. Si vous voulez moquer, par exemple, être consistant entre les différents services, des fois, c'est compliqué, parce que ce qu'on voit souvent, c'est que dans les grosses boîtes, il y a plusieurs solutions de feature flag. Donc, tout le monde fait des choses à sa sauce et très différentes.
Et en fait, ce que vous avez choisi le premier jour, c'est ce que vous allez devoir utiliser un peu toute votre vie. Donc, on s'est dit qu'on allait développer une API pour tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un standard, un peu comme ce que je disais, OpenTelemetry a fait. Et donc, on veut avoir un standard qui est indépendant des vendors, donc qui marche avec n'importe quelle solution, qui standardise comment toutes les équipes peuvent faire du feature flag, peu importe la solution que vous utilisez derrière, et que changer de provider, ça soit très peu de changements pour changer de code. Et c'est là que OpenFeature arrive. Donc Welcome OpenFeature avec ce joli logo, avec le petit toggle. Voilà, je suis très fier de ce logo. OpenFeature, pour en dire un peu plus, c'est un projet qui est au CNCF. Donc je ne sais pas à quel point tout le monde est à l'aise avec le CNCF, mais c'est la fondation qui est derrière des gros projets type Kubernetes, le plus gros, OpenTelemetry, Argo CD, tous ces gens-là. Ils ont 3 stages dans leur programme qui est Sandbox, Incubating et Graduated. En Graduated, il y a très très peu de monde. OpenTelemetry est en Incubating. Et nous aussi, on est passé en Incubating. Donc c'est un projet qui commence à être mature sur le marché. Et si vous vous souvenez de l'architecture que je vous ai montrée tout à l'heure, notre architecture, elle ressemble à ça. C'est très très proche de ce qu'il y a avant, sauf qu'on a rajouté une couche qui s'appelle les providers. Et en gros, l'idée, c'est que au lieu que vous utilisiez un SDK propriétaire de votre solution, vous pouvez utiliser un SDK qui est construit par la communauté d'OpenFeature. Donc, on a des SDK pour pas mal de langages. Et derrière, il y a une notion de provider qui est en gros un adaptateur entre un SDK OpenFeature et votre solution de feature flag. Donc, l'avantage de ça, c'est que vos développeurs, une fois qu'ils ont adopté OpenFeature, ils ne parlent que à OpenFeature. Ils n'ont pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière comme solution pour pouvoir travailler avec. Donc le SDK, il se base sur plusieurs choses. Donc ce que je disais, vous installez le SDK dans votre application avec le provider que vous souhaitez. Donc le provider, il y en a plein, pour la plupart des solutions du marché. Il y a aussi une notion qui s'appelle les hooks, qu'on va détailler un peu plus tard, mais les hooks, c'est des choses que vous pouvez faire autour de vos feature flags, typiquement pour faire de la télémétrie, du logging, ce genre de choses. Aujourd'hui, au lieu de le faire partout dans le code, vous pouvez plugger un système qui se met autour de vos flags evaluation et le SDK va s'occuper d'aller loguer pour vous. Et derrière, OpenFeature ne fait pas de Feature Flag Management System, dans le sens où, si vous utilisez LaunchDarkly, vous continuez à utiliser LaunchDarkly. On ne va pas changer votre façon de faire du Feature Flag, on change juste votre façon d'interagir avec LaunchDarkly, par exemple. Donc, un provider, c'est le concept que je vous parle. Donc, c'est vraiment un adapteur entre le SDK et votre solution. Et les providers, c'est très très simple d'implémenter un provider. C'est une interface à implémenter. Et derrière, au moment où vous initialisez votre SDK, vous avez juste à set un provider en utilisant openfeature.setProvider. Et ensuite, vous n'utilisez plus que les API d'OpenFeature. Vous n'utiliserez plus rien qui est spécifique à votre vendor. Ça gère tous les types de feature flag, booléen, entier, float, string, objet. Et il y a aussi tout un système de lifecycle. Donc, vous pouvez vous abonner à des événements sur le SDK pour avoir, quand votre provider est en erreur, quand il est stale, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aller rechercher sa nouvelle configuration, ou ce genre de choses. Donc, c'est assez pratique. Comme je vous parlais, il y a aussi la notion de hook. Donc, les hooks, c'est un système qui permet de faire des choses autour de vos évaluations de feature flag. C'est typiquement, si vous faites de l'A/B testing, par exemple, ou ce genre de choses, vous avez probablement envie d'aller collecter des données et les ramener dans votre système sans avoir à écrire du code spaghetti partout dans votre code à chaque fois que vous évaluez un feature flag. Donc, ce qui se passe, c'est que les hooks, on peut les plugger directement sur le SDK. Et à chaque fois qu'un feature flag est évalué, il y a ces 4 fonctions qui existent. Et vous pouvez faire ce que vous voulez dans ces 4 fonctions. Donc, vous créez autant de hooks que vous voulez. Et vous pouvez faire plein de choses autour de vos évaluations de feature flag. Et c'est vraiment parfait. Le use case numéro 1, c'est OpenTelemetry. Il y a un hook OpenTelemetry qui existe, qui est mis à disposition par la communauté. Et par exemple, ça va créer des traces pour vous. Ça, c'est un peu le landscape de ce qui existe aujourd'hui. Donc, à gauche, c'est la partie SDK. Donc, il y a des SDK dans toutes ces technos. Je ne vais pas dire langage parce qu'il y a du framework spécifique, mais en gros, on est sur tous les frameworks et les frameworks et langages un peu majeurs du marché. Il en manque certains parce qu'ils ne sont pas encore finis, mais je sais que là, en ce moment, il y a le SDK C++ qui est en cours de développement.
Et à droite, c'est tous les vendors, une partie des vendors, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, qui participent au projet ou qui ont des providers disponibles. Comme je vous disais, c'est un projet qui commence à prendre un peu de traction. Donc, on a Datadog, on a Spotify, on a Google qui contribuent au projet, donc qui permettent aussi de pas mal amener de la force sur cette partie-là et donc qui se rendent compatibles avec leurs produits. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a pas mal d'acteurs du marché du Feature Flag qui sont là, mais on a aussi des acteurs plus larges comme Datadog qui, par exemple, devient Open Feature First pour leur nouveau projet de Feature Flagging. C'est le cas aussi de Spotify qui devient Open Feature First pour leur outil d'A/B testing. Donc c'est vraiment pas mal de choses qui commencent à arriver. Je vais essayer de vous faire une démo de à quoi ça ressemble dans le code, comme ça. Et je vais essayer de le faire en live, donc m'en voulez pas si ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je démarre juste. Je ne sais pas si vous voyez bien, à peu près. Je démarre juste. Donc GoFeatureFlag, qui est la solution que moi je fais, mais c'est un petit, c'est juste un service HTTP quasiment qui permet de faire de l'évaluation de FeatureFlag. Et ensuite, je vais vous montrer. On a un petit site que j'adore qui s'appelle le Toggle Shop, qui vend des boutons. On fait du FeatureFlag, autant vendre des boutons. Et qui permet de voir un peu à quoi ça ressemble un site classique du marché, comme il y en a plein que vous devez connaître. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu. Là, c'est la configuration de GoFeatureFlag. Donc, aujourd'hui, on a 3 FeatureFlags sur ce site qui sont utilisés. Un qui affiche une bannière pour offrir le shipping au-dessus de $50. Une qui permet de rendre sticky la barre là-haut de Toggle Shop. Et une qui est pour si on est malsain et on veut augmenter les prix, où on augmente tous les prix d'un certain pourcentage. Donc si on fait, disons qu'on veut afficher la bannière de ce Toggle Shop, vous voyez, on a juste changé ça, j'ai rien redémarré, l'application d'elle-même va commencer à afficher cette bannière. De la même façon, là aujourd'hui, ce que vous pouvez voir, on a une règle un peu plus complexe sur cette partie-là, où on a une targeting qui est une règle spécifique qui se dit que la bannière aujourd'hui, elle est pas statique. Elle est pas, elle reste pas, elle est pas sticky en haut quand on est sur un écran large, mais là on a une règle qui est si l'écran il est en SM, là c'est affiché. Donc si on fait hop, on peut voir que là la bannière elle reste statique, mais on peut aussi se dire que si on veut plus cette règle là, que si on a juste à rafraîchir le site, et là elle devient sticky. Donc l'avantage c'est qu'on peut piloter à distance sans avoir à redémarrer quoi que ce soit sur notre application. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans le code, parce que c'est la partie intéressante, je pense. Donc si je prends... donc le backend est en Go, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On a cette étape, l'étape intéressante, c'est celle-ci. C'est qu'aujourd'hui, on a OpenFeature qui est initialisé, et on va lui donner ce qu'on appelle un provider. Donc ici, on prend le provider GoFeatureFlag, et un provider, c'est ni plus ni moins qu'une initialisation d'un objet qui est cette interface qui a été implémentée. Donc là, il y a quelques paramètres, typiquement l'adresse de comment contacter la solution de FeatureFlag. Là, on est sur un mode d'évaluation qui est in process, ça veut dire qu'il n'y a pas des appels réseau à chaque fois qu'on appelle un FeatureFlag, mais tout se passe dans le code directement. Et on va vérifier toutes les secondes si la configuration a changé. Donc si on fait ça, là on se retrouve dans une solution où on a des feature flags qui fonctionnent. On peut faire la même chose, je peux vous montrer la même chose, là c'est sur le front-end, sur la partie JS, ça marche de la même façon. On fait un set provider, on initialise une solution de feature flag qui est initialisée à peu près de la même façon. Et derrière, on n'entendra plus jamais parler du vendor avec qui on travaille, ou de la solution avec qui on travaille. Si je prends en React, là, c'est une appli React, l'appli front-end, ce qu'on fait, c'est qu'on a des hooks React qui existent. Donc, on a un qui s'appelle Use Boolean Flag Value. Et là, on demande est-ce que le feature flag offer free shipping est là. Et on a le deuxième paramètre, c'est la default value dont je vous parlais. Et là, derrière, on sait si on doit l'afficher ou non. Et de la même façon, en Go, on a fait un petit peu plus complexe parce que ce que je voulais, c'était vous montrer un autre type de feature flag qui n'est pas juste du on-off,
mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire avec un entier, par exemple. Et donc là, on a un qui s'appelle Product Price Raise, et on peut, c'est le pourcentage d'augmentation. Donc si je retourne ici, que je dis, là on a no raise, donc on est à 0. Si je dis large raise, parce que j'aime bien l'argent et que j'aimerais bien avoir un peu plus de monde, hop, je peux zoomer un petit peu s'il faut. Hop, view. Non. Allez, c'est peut-être mieux. Ouais, ce que je voulais dire, c'est si j'aime bien l'argent, je mets une augmentation de 70%. De la même façon, si j'actualise mes prix là ont tous monté de 70%. Et encore une fois, j'ai rien changé sur mon application, j'ai pas touché à ma data. C'est juste de mon layer. Là aujourd'hui, c'est mon layer API qui peut être piloté à distance. Alors clairement, pour faire du raise de prix, c'est pas la meilleure façon de faire, mais c'était un exemple. Mais ça peut servir pour des choses aussi très techniques. Si demain vous voulez faire une migration de base de données, par exemple, et que vous avez deux bases de données prêtes à recevoir le trafic, vous pouvez y aller progressivement entre une base de données et une autre si vous voulez. Et l'avantage, c'est que comme on a une targeting key, on est consistant sur qui va dans un variant ou dans un autre. Donc du coup, on n'est pas au petit bonheur la chance de est-ce qu'il a tapé le bon pod et je fais une sticky session et ce genre de choses. Et donc voilà. Ce qui peut être intéressant aussi pour se rendre compte, c'est si on changeait de provider, par exemple. Imaginons demain, on se dit, on avait notre solution faite à la maison, mais on veut passer chez DevCycle, par exemple. DevCycle étant un autre provider qui existe. Là j'ai DevCycle qui existe. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est aller sur ma solution. Alors, je vais peut-être le faire sur le front. C'est d'aller sur ma solution, sur mon initialisation du SDK. Aujourd'hui, j'ai initialisé avec GoFeatureFlag. Je peux passer avec DevCycle. Donc, de la même façon, DevCycle, ça marche à peu près de la même façon. Ils ont leurs URL dedans, donc on ne passe pas d'URL, mais on passe une API key et ce genre de choses. Et derrière, on se retrouve avec... on peut juste redémarrer notre application. Et maintenant, mes feature flags ne sont plus résolus par ma solution de feature flag qu'on avait avant, mais par DevCycle. Donc là, on voit que le bandeau part parce que chez DevCycle, c'est désactivé, il me semble. C'est ça. Mais on peut tout à fait le réactiver ici et aller voir. Allez voir, normalement, ça devrait réapparaître à un moment. C'est un peu plus lent parce qu'il y a le réseau, mais bon, bref, peu importe. Effet démo, forcément, ça ne fonctionne pas. C'est lequel que j'ai mis? C'était sticky header, forcément, si je ne prends pas le bon feature flag. On peut faire offer shipping de la même façon. Hop. Et normalement, au bout d'un moment, ça va remarcher. Ah, j'ai pas redémarré. Bref, peu importe. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est assez simple. Là, j'ai changé une appel de méthode d'initialisation et on se retrouve avec un changement de SDK et de solution sans avoir à repasser partout dans mon code. Donc ça, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Du coup, c'est assez facile d'être vendor agnostique. Ça ne fail jamais. C'est-à-dire que si demain, je référence un feature flag qui n'existe pas, il n'y aura pas de problème pour mon application. Certes, ça ne fera pas ce que je veux parce que j'espérais que ce soit derrière un feature flag, mais ça ne cassera rien. Open Feature, comme vous avez pu voir, c'est assez consistant aussi entre les différents langages, donc ça marche un peu de la même façon, peu importe le langage que vous voulez. Et par défaut, c'est extensible, donc on peut faire les hooks, il y a plein de choses autour de tout ça. Mais c'est pas tout, c'est pas la seule chose que vous gagnez en utilisant Open Feature, parce que comme c'est un groupe de travail avec beaucoup de gens, il y a plein de choses autour d'Open Feature. Et notamment, on a créé un protocole qui s'appelle OffRep, donc pour Open Feature Remote Evaluation Protocol. Et ce protocole, il a pour but de standardiser jusqu'aux API de feature flagging, comment vous allez les faire dans votre solution. Donc typiquement, si vous avez une solution de feature flag maison que vous voulez rendre compatible avec Open Feature, il y a 2 routes d'API à développer et vous serez compatible Open Feature par défaut. L'avantage, si vous faites ça, c'est que
Donc les SDK marchent de toute façon, mais là, les providers sont déjà build pour vous. Donc c'est-à-dire que vous faites deux API, et derrière, vous avez tout un set de providers qui sont déjà disponibles pour fonctionner avec votre solution maison. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et on l'a fait aussi plus pour les projets open source qui ne veulent pas intégrer 15 providers dans leur solution. Et donc ça marche aussi avec pas mal de vendors, cette partie-là. Je crois qu'il y a déjà 7 ou 8 vendors qui sont compatibles Open Feature Remote Evaluation Protocol. Autre chose sur lequel on a pas mal travaillé, c'est ce qu'on appelle le multi-provider. Le multi-provider, c'est une façon d'avoir plusieurs solutions de feature flag derrière la même API Open Feature. C'est-à-dire que si demain vous avez une solution maison et vous voulez passer sur LaunchDarkly, qui est un des majeurs du marché, jusqu'à maintenant, vous aviez votre ancien SDK, votre nouveau SDK, et vous ne saviez pas comment ça fonctionne. Là, le multi-provider, ça permet à l'initialisation de votre SDK de donner plusieurs solutions de feature flag, et derrière, d'être capable de choisir il y a tout un mécanisme de stratégie pour qu'on lui dise lequel utiliser, mais il peut, par exemple, essayer le premier, si le flag n'existe pas dans le premier, aller dans le deuxième et aller chercher dans le deuxième. Donc ça devient super transparent pour vos utilisateurs d'être capable de migrer d'une solution à une autre. On a aussi commencé, et ça c'est un effort sur lequel on pousse beaucoup, c'est que le feature flag c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui veulent mesurer et qui veulent faire de l'A/B testing proprement et de l'expérimentation. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à développer ce qu'on appelle la tracking API. C'est pour les gens dans leur provider être capables de aussi pousser des data métiers pour que derrière vous puissiez corréler vos data entre quelle version du flag avait cette personne et quels sont les résultats que je peux avoir. Donc si vous voulez avoir un taux de conversion sur votre checkout dans vos achats, c'est tout. Juste savoir dans quel variant il est, c'est compliqué parce que vous devez corréler les datas en back-end et compagnie, ça rend plus compliqué. Alors que là, via la tracking API, vous pouvez directement avoir les bonnes datas qui sont liées avec votre feature flag et donc être capable de récupérer toutes les infos. Ça commence à être pas mal utilisé par des boîtes qui font de l'A/B testing, cette partie-là. Et comme je vous disais, en fait, on suit beaucoup les pas d'OpenTelemetry. Et donc, on a voulu aussi travailler au mieux avec OpenTelemetry de notre côté. Donc, on a fait deux choses. On a créé des hooks OpenTelemetry. Donc, OpenTelemetry est complètement supporté par OpenFeature. Et faire un hook, c'est assez simple. Hein, c'est vous importez le hook, vous faites openfeature.addHook au moment d'initialiser votre SDK. Et voilà, vous n'avez rien d'autre à faire, vous faites une évaluation normale et ça va hook pour vous et ça va être très bien. Mais on a voulu aller un peu plus loin parce qu'on trouvait que le feature flagging n'était pas bien représenté dans l'aspect OpenTelemetry, notamment dans les semantic conventions. Et donc on a travaillé pendant presque 2 ans avec OpenTelemetry pour définir comment dans la semantic convention d'OpenTelemetry on pouvait définir les feature flags. Et je crois que la PR vient d'être merge. Maintenant, il faut l'implémenter, mais la PR de spec a été merge. Donc, du coup, maintenant, l'idée, c'est qu'on ait une façon très, très standard également dans des formats type OpenTelemetry pour pouvoir gérer les feature flags. Et l'autre chose sur laquelle on travaille beaucoup, c'est tout ce qui est la developer experience autour des feature flags, parce que l'avantage d'être un standard, c'est qu'on peut scale d'un coup cette developer experience. Et notamment, on a travaillé beaucoup sur une CLI. Le but de cette CLI, c'est de pouvoir générer des types à partir de vos feature flags. Parce que, comme on voyait tout à l'heure, au moment où vous voulez évaluer un feature flag, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir le type de votre flag à l'avance, son nom en string, et tout ça, ça peut être des sources d'erreurs. Et même sa valeur par défaut. Et donc, l'idée, c'est de passer dans un mode où tout ça, on le donne au build time, et après le build, vous utilisez directement des variables. Donc l'avantage, c'est que vous générez un manifeste de vos feature flags. Une fois que vous avez généré ce manifeste, vous pouvez générer du code. Aujourd'hui, je crois qu'on génère 5 ou 6 langages différents pour ce code-là. Et vos feature flags, vous les évaluez de cette façon-là. Donc si je fais feature flag new checkout, je ne peux pas me tromper sur le nom de mon feature flag. Par défaut, je vais récupérer le bon type. Et en plus, demain, si je régénère un manifeste et que mon flag n'existe pas, ma CI, elle va fail, parce qu'on sait tous que c'est compliqué de supprimer les feature flags une fois qu'ils sont là. Donc si vous le supprimez de votre flag management system et qu'il n'est plus dans le manifeste, votre projet compile plus. Donc c'est aussi un trigger pour dire « Ah, là, je dois aller clean quelque chose qui n'a jamais été clean avant ». Et ça permet aussi de faire de la comparaison entre deux versions de manifeste.
ce qui est super utile pour mettre ça dans vos PR GitHub. Il y a des GitHub Actions qui sont autour de ça aussi, qui permettent de vous dire attention, il y a ce changement-là qui existe dans vos feature flags, donc être prévenu de tout ça. Et comme il faut parler d'IA aussi à un moment, sinon ça ne fonctionne pas, on a aussi travaillé sur un MCP server. L'idée, c'est aussi que ça soit un no-brainer de créer des feature flags, parce que des fois, on ne se souvient plus de la syntaxe, c'est pas toujours facile. Donc on a un serveur MCP où on est capable de lui dire installe-moi Open Feature Go SDK, wrap ce bout de code avec tel nom de feature flag. Et donc, le but, c'est d'amener de la développeur productivity autour de tout ça, parce qu'on sait que beaucoup de développeurs se mettent à utiliser de l'IA, et donc ce serait dommage qu'on ne soit pas à la page, sachant que, comme je vous disais, les feature flags restent le meilleur ami de l'IA, selon moi. Et voilà, si vous êtes prêts à essayer, pour moi, il y a vraiment 3 étapes à garder en tête. Une première étape, c'est vraiment de se dire, prendre un SDK, commencer à l'utiliser. On est très proche de ce qui se fait déjà dans le marché. Donc, si vous avez déjà un SDK que vous utilisez chez vous, il y a de fortes chances que ça fonctionne de la même façon. Choisir votre provider, il y a plein de providers. Probablement que vous êtes capable d'en faire, vous avez des solutions maison. Donc là, je vous invite vraiment à essayer de mettre Open Feature au-dessus. Ça ne remplacera pas votre solution, mais ça permettra d'abstraire votre solution avec des choses plus standards. Et autrement, il y a des providers open source comme FlagD, comme GoFeatureFlag, Flagsmith, c'est moitié open source, moitié payant, LaunchDarkly. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai dynamisme autour de ça. Toutes les boîtes de FeatureFlag se font racheter en ce moment, pour info. Datadog a racheté une boîte, OpenAI a racheté une boîte, Dynatrace a racheté une boîte. Ça commence à devenir un peu partout. Utiliser des hooks. Je pense que les hooks, c'est quelque chose qu'il faut pas il faut vraiment leverage les hooks parce que ça aide vraiment. Et si vous avez la flemme de faire tout ça, vous demandez au serveur MCP, il sera capable de vous aider là-dessus. Et voilà. Et si vous doutez encore sur ce projet et sur le CNCF, le fait que ce soit au CNCF, c'est vraiment quelque chose qui pousse le projet. Je crois qu'on a eu, si je ne dis pas de bêtises, plus de 250 contributeurs l'année dernière. On est très organisé, on a un governance committee, on a un technical committee. On essaye vraiment de driver ce projet pour qu'il devienne le nouveau standard. Et c'est ce qu'on voit qui arrive. On voit des entreprises qui commencent à lâcher leur SDK maison pour passer uniquement sur Open Feature. Donc voilà. La surprise de la semaine dernière, Cloudflare vient de lancer une nouvelle solution. Elle n'est que compatible Open Feature. Il n'y a pas de SDK propriétaire chez Cloudflare pour cette solution. C'est utilisé en production par des milliers d'équipes. On voit que ça a commencé à prendre partout. Et avoir la partie CNCF, c'est vraiment un safe bet pour y aller. Donc voilà, c'était à peu près tout. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur openfeature.dev qui est le bon point de départ. Si vous voulez contribuer, n'hésitez pas à venir me parler et à aller sur le GitHub du projet. Et on est aussi très actif sur Slack, sur le Slack du CNCF, sur le channel Open Feature. Il y a plein de channels, mais il y a celui-là. Et si jamais vous voulez en apprendre plus sur comment gérer un projet open source, comment on a pu construire quelque chose comme ça avec autant de monde, j'ai une session ce soir qui s'appelle Meet with an OSS Project. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je pourrais vous donner un peu tous les tips de comment ça se passe le monde de l'open source autour de tout ça. Et voilà, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a des micros au milieu, si jamais vous voulez poser des questions. Il y a une question là. Je crois que quelqu'un va amener un micro. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question, en fait. Quelle est finalement la bonne approche d'un point de vue cycle de vie des feature flags? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va faire que rajouter des flags. À un moment donné, d'un point de vue code, on va avoir des difficultés pour s'y retrouver. Donc, c'est quoi C'est la grosse question que tout le monde se pose. Mais merci de la poser. Non, pour moi, ça va vraiment dans une... faut changer son organisation quand vous vous mettez à adopter les feature flags de façon vraiment intensive. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le rôle du dev change un petit peu.
C'est-à-dire que le rôle d'un dev, quand on se met à utiliser des feature flags un peu partout, c'est de shipper le code jusqu'au feature flag. Et c'est là que ça devient la responsabilité du product manager de savoir quand est-ce qu'il faut déployer, comment et à quel moment. Et le dev, la responsabilité reprend une fois qu'on est passé à 100% et que tout le monde a accès à la fonctionnalité, où là, il y a une vraie responsabilité d'aller clean le code et d'aller supprimer ce qui ne va pas. Donc, il y a des outils qui se permettent de dire, attention, ce code est stale et plus personne ne va dedans. On ne va pas se mentir, hein, on ajoute de la tech debt, mais ça amène tellement d'avantages que ça vaut cette tech debt. Donc, il faut juste se mettre dans une pratique où on va clean très régulièrement. Oui, bonjour. Question un peu liée, en fait, par rapport à les scopes, en fait, qu'on ajoute un feature flag, parce que dans les exemples ici, c'est facile, en fait, c'est un bouton, un banner, mais quand on a des grosses features, en fait, business, on met des if partout, en fait, ou c'est quoi? Ou il faut chipper, en fait, vraiment des petits morceaux? Moi, si c'est une grosse feature et que tu as prévu de l'envoyer en une fois, un seul feature flag va suffire. Et même, ce que des fois j'encourage, c'est de mettre le même feature flag dans différents services. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'avoir un feature flag qui sert à 4 microservices différents, parce que tu vas activer cette fonctionnalité en une seule fois, en même temps pour tout le monde. Donc là-dessus, c'est pas, pour moi, il n'y a pas de scope de faire petit. Souvent, ce que ça révèle au moment du développement, c'est qu'on a mal architecturé notre application et qu'on se retrouve à mettre des petits if partout. Donc, justement, je trouve que le feature flag aide beaucoup à se dire, est-ce que j'ai bien architecturé? Et se dire, là, j'ai mes deux fonctionnalités, j'ai mon ancienne fonctionnalité, j'ai ma nouvelle, comment je les rends autonomes l'une de l'autre pour que je puisse avoir un point d'entrée unique qui me permet d'aller à gauche ou à droite, quoi. Merci pour la presse, très intéressant. J'ai compris qu'on commence à mettre beaucoup de feature flags un petit peu partout. Si à chaque fois, dynamiquement, il y a une requête pour aller chercher sa valeur, est-ce qu'il n'y a pas un overhead réseau qui devient assez délirant assez rapidement? Alors pour le coup, il y a plein de solutions, et la plupart des solutions un peu pro ne font pas d'appel réseau. Dans le sens où, par exemple, si je prends GoFeatureFlag qui est ma solution, dans les providers que vous voyez, en fait, le provider, lui, va appeler le réseau pour récupérer la configuration du système, mais derrière, il fait l'évaluation dans le process. Donc, quand on appelle le feature flag, il a son moteur d'évaluation qui est collé dans votre service, en fait, et donc qui est capable de se dire, est-ce que mon feature flag doit être activé? Oui, non. Il n'a pas besoin d'aller sur le réseau pour chercher ça. Ouais, mais du coup, tu peux pas... Enfin, tu disais, tu peux faire un kill switch là, instantané, mais dans ce cas-là, ça marche plus. Bah si, parce que en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les solutions de feature flag, elles ont du push vers les SDK. Donc c'est souvent du server send event qui sert à dire attention, ma configuration a changé, mets-toi à jour. Et donc on n'est pas dans la milliseconde, mais on va être dans la seconde ou dans allez, peut-être 2-3 secondes. Donc c'est un kill switch pas instantané, mais presque instantané, on va dire. D'accord, donc dis-moi si je me gourre, hein. Il charge au démarrage. Si jamais il y a la config qui change, il y a un push qui lui dit recharge ton bazar. Exactement. Et sinon, l'évaluation est locale. Et voilà, exactement. C'est exactement ça. Okay, donc l'avantage, c'est que ça évite les appels réseau sur toutes les évaluations. Merci. Et la partie intéressante, c'est que très souvent, il y a beaucoup de WebAssembly dans cette partie-là pour avoir une façon de faire de l'évaluation qui est commune à tous les langages de programmation. Pour ne pas avoir à redévelopper quelque chose d'à peu près similaire selon les langages, parce que en fait, c'est très compliqué de garantir que l'évaluation se passe exactement de la même façon sur tous les langages. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour, c'est une question générale sur les feature flags, pas directement sur ce framework. Quand il commence à y en avoir beaucoup, comment on fait pour faire des tests avec tout qui est activé, tout qui est désactivé, à moitié activé, et vérifier que l'application est toujours cohérente? Tu veux dire des tests manuels ou des tests automatisés? Les deux. Enfin, sur les tests automatisés, dans Open Feature, dans le SDK, par défaut, il y a un provider qui est un provider variable d'environnement, qui est assez pratique pour faire des tests automatisés, parce qu'on peut s'abstraire complètement de la solution de feature flag et juste dire je veux que mon feature flag réponde ça via les variables d'environnement. Donc ça, c'est assez pratique pour les tests automatisés. Pour les tests dans la vraie vie, c'est le bordel.
Soyons honnêtes. C'est-à-dire que tester 100% des combinaisons de tous vos feature flags, que ça fonctionne comme il faut. Moi, une pratique qu'on met chez les gens de confiance, c'est que très régulièrement, on redescend les feature flags de prod sur nos environnements hors prod, sur les mêmes configurations pour pouvoir tester que ça fonctionne toujours de la même façon. Parce qu'on veut éviter que nos environnements hors prod soient complètement décorrélés en termes de feature flags que nos environnements de prod. Donc ça, on le fait, je crois qu'on le fait une fois par semaine, quelque chose comme ça, où on redescend nos environnements hors prod sur la prod. Sur hors prod. Mais c'est compliqué parce que probablement qu'un product manager va vouloir tester une fonctionnalité en pré-prod, activer le feature flag et d'un coup, c'est plus la même application des deux côtés. Donc c'est beaucoup d'hygiène autour des feature flags qu'il faut amener pour bien les cleaner, bien les maintenir à jour entre les différents environnements et compagnie. Mais je pense que l'exemple que j'aime bien donner, c'est Google. Google, aujourd'hui, ils ont 250 000 feature flags en production et ils ne s'en sortent pas. Donc, ils ont une nouvelle règle, c'est pour ajouter un feature flag, il faut en supprimer 2. C'est la règle chez Google. Donc ils en sont là. Et en fait, ça apporte beaucoup de bénéfices, mais ça apporte aussi de la dette. Il faut juste être conscient de ça. Et donc, c'est important, si vous commencez à introduire du feature flag dans vos entreprises, de réfléchir hygiène dès le début et pas le faire une fois que ça devient un problème. Oui, bonjour. Comment on peut gérer, par exemple, s'il y a des features qui sont liées à des accès à bases de données, comment on gère les secrets, ce genre de choses? Les secrets, il faut les gérer comme vous les gérez déjà. C'est pas un endroit où on passe des informations confidentielles. On peut l'utiliser pour ça, mais ça se rapproche plus de la remote config que du feature flagging. Et moi, en général, je vaut mieux éviter ce genre de pattern parce que c'est pas des solutions qui sont conçues non plus pour être ultra sécures et compagnie la plupart. Il y a beaucoup de choses qui passent sur le réseau, donc je pense qu'il vaut mieux éviter. Bonjour, donc encore une fois, merci pour la présentation. Et petite question, je ne sais pas si elle est hors sujet, bon, elle est dans le sujet, mais est-ce qu'il existe une sorte de, pour la gestion justement des feature flipping, est-ce qu'il existe une sorte de priorisation des features en se disant, celle-ci, on sait que celle-là, elle est importante, elle est désactivée pour l'instant, mais elle est majeure. Donc, si on doit effectuer des tests dessus, effectuez-les toujours avec la feature flipping allumée parce qu'on sait qu'elle est majeure. Est-ce qu'il existe des choses comme ça? Ça va vraiment dépendre de la solution de feature flag que vous utilisez. Il y a des solutions de la partie flag management system où ils gèrent ce genre de priorité. Je sais que Spotify, sur leur outil Confidence, là, qu'ils font, ils ont une notion de surface et ils font en sorte qu'il n'y ait qu'un seul feature flag par surface. Donc, par exemple, la première barre de Spotify, je crois qu'ils font 600 A/B tests par an sur cette barre-là, mais ils s'assurent qu'il n'y en ait qu'un seul à la fois. Et donc, c'est le produit qui offre ça. Et donc, ça dépend vraiment de la solution qu'on utilise. Après, il y a aussi des solutions où il y a des notions de parents-enfants sur les feature flags, en disant celui-là ne l'évalue que si celui-là a déjà été évalué avant, par exemple. Il y a aussi ce genre de choses qui existent. D'autres questions? On a fini. Il reste 1 minute. C'est encore une question, je pense. Merci beaucoup. Quelle est la propension des features que toi tu gères avec des flags? Est-ce que c'est 100% toggle everywhere ou est-ce que tu filtres un peu? En fait, ça fait partie des conventions dans l'entreprise que tu veux mettre en place. Moi, souvent, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est tes bugs fixes urgents, mais pas de feature flag autour. Parce que tu as besoin de fixer les choses. Après, moi, j'aime bien en mettre un peu partout, dans le sens où ça amène quand même une flexibilité et ça devient une habitude, en fait. L'idée, c'est d'en faire une habitude que n'importe ce que j'envoie, je ne me pose pas de questions. Je peux deploy vendredi 18h, je peux aller deploy. Je ne me tracasse pas de ce qui va se passer le week-end. Donc, devenir une habitude de toujours envoyer ça. Au pire, il y a le déploiement qui fail, mais ça ne sera pas lié à ton code parce qu'il est désactivé. Donc l'idée, c'est de se dire, je m'autorise à envoyer tout via feature flag. Ça enlève un problème de l'esprit de me poser la question à chaque fois avant. Ouais, ça devient une vraie culture, quoi. Exactement. Eh ben, on est bon dans le temps. Merci à vous.